C'est bon? Je peux y aller? Bon, alors Fred dit que je peux y aller. J'espère que vous êtes très très nombreux. J'ai prévenu toute ma famille, donc plus quelques-uns, donc on va, voilà. Ça va être très très rapide parce que j'ai très faim. J'ai pas mangé à midi, donc je vous le dis, il m'a obligé à faire un Facebook Live, alors que, voilà. Non, mais bon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai découvert de bien au niveau des romans? Déjà, il y a une de mes auteurs fétiches. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce roman. Il s'agit de Brigitte Kernel qui a écrit Jour brûlant à Key West chez Flammarion. Alors, elle avait écrit un petit roman d'ailleurs qui vient de... Un petit roman, c'est pas péjoratif, hein, c'est parce qu'il n'était pas très épais. Qui vient de paraître d'ailleurs en format poche chez J'ai lu, qui s'appelait, je vais vous le dire, Agatha Christie, le chapitre disparu. Alors, si vous n'aviez pas lu, vous vous précipitez parce que c'est pas très cher et c'est un épisode que peu de personnes connaissaient de la vie d'Agatha Christie, c'est-à-dire qu'elle a disparu pendant 5 jours. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Pendant très longtemps, ça avait été un immense scandale. La presse pensait qu'elle avait été assassinée, enfin, ils avaient échafaudé plein de choses, en fin de compte. Bon, alors, je vous dis, quand elle vous raconte l'histoire, Agatha Christie, elle était plus douée pour ses romans que dans la vie normal, parce qu'elle s'est vautrée comme pas un, tout ce qu'elle voulait faire, ça s'est planté. En fait, ce qu'elle voulait, c'était se venger de son mari qui la trompait. Par contre, là, elle a bien réussi. Voilà, le mari, il l'a pas emmené au paradis. C'est merveilleusement écrit. Ça se lit comme un polar. C'est tout l'univers d'Agatha Christie dans la vraie vie, et puis avec beaucoup d'humour et ce charme anglais qui donne de l'élégance même au pire show. Je veux dire que même le prince Charles, avec de l'humour, arrive à être quelqu'un de relativement drôle et agréable. C'est complètement nul ce que je viens de dire à propos du prince Charles, mais c'est pas grave. Donc juste pour vous dire qu'elle vient de faire paraître Jour brûlant à Key West, c'est une petite merveille. Alors on est dans les années 58, il y a une petite jeune qui s'appelle Françoise S., plus connue sous le nom de Françoise Sagan, 58, elle a écrit Bonjour Tristesse, c'est énorme. Hein. Bonjour Tristesse, vous pouvez même pas imaginer ce que c'était, le scandale est pire qu'un bouquin de Houellebecq au début, quand il avait encore quelque chose à dire. C'est vraiment une déferlance, c'est l'histoire de cette petite bourgeoise qui va bousculer toutes les conventions des années 50. Alors, années 58, hein, c'est De Gaulle, on vient de sortir de Coty, enfin, vous voyez, c'est vraiment la chape de plomb sur la France. Et elle fait tout exploser avec un style et un air comme ça, vous savez, une faux cul, enfin voilà, et puis elle est invitée aux États-Unis, hyper célèbre, autant aussi célèbre que Brigitte Bardot, hein, c'est peu dire. Alors, interview, émission de télé, elle en peut plus. Et puis dans une interview, on lui demande quels sont ses écrivains préférés, et elle dit Tennessee Williams et John Carroll Oates. Il se trouve que ces deux monstres sacrés, parce que si vous ne connaissez pas, précipitez-vous, parce que ce sont vraiment des écrivains absolument extraordinaires, lisent cet article. Ils sont dans les Keys, ils ont une maison, ils sont au bord de la mer, et ils se disent, mais pourquoi on ne l'inviterait pas? Ils l'invitent, elle en a tellement ras-le-bol des émissions de télé, des interviews, et elle adore tellement, elle est tellement admirative devant ces deux personnages que elle va se retrouver là-bas, et là vous allez vous retrouver dans un truc complètement de fou. 3 personnages, 3 monstres sacrés, mais aussi fous qu'ils ont du talent. Alors vous allez découvrir une Carroll Oates, qui est oui, on peut dire jeune femme, elle a 38 ans, mais qui est absolument laminée par la maladie. Elle a eu un AVC, elle a de l'arthrite, elle a les jambes pour se déplacer, on lui a mis des attelles en bois, enfin c'est terrible, elle se trouve très laide. Sans talent, alors qu'elle en a beaucoup. Tennessee Williams, lui, Tennessee Williams, il est toujours dans l'impression de ne pas pouvoir trouver quelque chose pour ses romans. Il vient d'être quitté. D'ailleurs, celui qui raconte cette histoire, c'est son amant qui vient de quitter Tennessee Williams. Et là, vous allez le retrouver. Alors, il fait très chaud. Hein. On est au bord de la mer. Il fait dans les 38 degrés. Il n'y a pas d'air conditionné. Et là arrive Sagan, la petite jeune, fraîche, voilà, comme était Sagan. Vous savez, avec ce charme qui mettait de l'ambiance, qui changeait tout. C'est-à-dire que... Et alors, vous allez voir une Carroll Oates qui est à la fois, un peu jalouse, mais aussi admirative, qui va vouloir plaire. Il y a Tennessee Williams qui est complètement baba devant cette jeune femme, et puis cette jeune femme qui regarde ces deux monstres sacrés, ces deux personnes qu'elle adore par-dessus tout. C'est complètement fou, c'est vraiment vrai, hein. C'est-à-dire que vous êtes comme sur une pièce, c'est comme une pièce de Tennessee Williams, hein, avec un peu de guiterie.
Et puis vous êtes complètement pris par ces personnages, ça va vous faire redécouvrir complètement Françoise Sagan, et puis surtout Tennessee Williams et John Carroll Oates, dont on vient de faire reparaître les œuvres chez Stock, d'ailleurs je crois sous une nouvelle traduction, mais qui existe en livre de poche. Hein. Voilà, c'est absolument... ça redonne, alors ça a un avantage, c'est que ça vous refait découvrir ces personnages d'un point de vue humain, c'est-à-dire que c'est le côté universitaire, le côté gonflant des critiques parisiens et tout ça, ça disparaît, et là vous êtes avec des êtres de chair, et on vous explique comment leur roman, comment leur littérature naît à cause de leur souffrance. Et puis voilà, c'est vraiment une de mes coups de foudre, et cette fille écrit merveilleusement bien. Et puis si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez pas lu, vous relisez ou vous lisez Bonjour Tristesse, et surtout vous lisez en livre de poche les chroniques de Françoise Sagan sur la littérature, qui est la chose la plus saine, la plus simple, la plus lumineuse qui ait jamais écrit à mon avis sur la littérature, et qui est pour moi parmi les choses les plus vraies, qui n'est pas ostentatoire, qui se la pète pas et tout. C'est vraiment, allez-y, précipitez-vous. Et si vous avez l'occasion aussi, en livre de poche, on vous redonnera les références, vous lisez le livre de son fils qui raconte sa mère, et ce fils qui a plus ou moins été considéré par cette femme, ça c'est mon point de vue, va dédier toute sa vie dès maintenant, hein, à éponger les dettes de sa mère et à faire reparaître l'œuvre de Françoise Sagan. C'est vraiment, toute sa vie maintenant est tournée vers sa mère. Allez-y, pour moi c'est on n'en parle pas assez, je ne sais pas pourquoi. C'est Brigitte Kernel, Jour brûlant à Key West, c'est vraiment une très 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 belle chose. Et puis surtout, elle est journaliste, mais elle a un style, c'est-à-dire c'est pas le cas de tous les journalistes, hein, c'est vraiment un écrivain, là c'est vraiment un excellent truc. J'ai aussi lu Pierre Assouline, Retour à Séfarad chez Gallimard. Alors Pierre Assouline, c'est pas trop ma tasse de thé, voyez-vous. J'aime pas trop son style, j'aime pas trop j'aime pas trop quoi. Et puis ce qui m'a intéressé, c'était le résumé derrière, hein. Moi j'appelle ça un résumé, hein. Il y a un terme technique, mais ça me gonfle, je trouve ça prétentieux. Donc, et c'est l'histoire de Laura Assouline. C'est en 1492 en Espagne, les Juifs sont virés par les rois très catholiques, et donc ils s'éparpillent dans toute l'Europe, hein. Et quand Philippe VI, le nouveau roi d'Espagne, arrive sur le trône, une loi est votée où on autorise tous ces Juifs, tous les descendants de ces Juifs qui ont été virés d'Espagne en 1492, à redemander la nationalité espagnole, bien sûr. Alors le problème, en remplissant un dossier. Et Pierre Assouline, il décide de se battre pour avoir la nationalité espagnole, se dire pourquoi pas. Et puis il va partir dans son pays, hein, comme il dit. Il va partir en Espagne, et il va nous amener. Alors c'est une sorte de road movies culturel, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est lisible par tout le monde. Vous allez redécouvrir, alors il va visiter plein de poètes, d'écrivains, de chanteurs, enfin plein de gens comme ça qui font la valeur d'une nation, et puis il va aller voir les Espagnols aussi, et puis c'est plein d'humour, parce que vous allez voir c'est presque kafkaïen, comment toutes les difficultés qu'il va avoir à remplir ce fameux dossier, c'est des allers-retours, voilà, c'est hyper bien fait. Une fois que vous êtes dedans, moi j'ai presque lu ça comme un livre de voyage, à travers le temps, à travers notre époque, et puis la relation qu'il y a entre les deux, voyez, entre 1492 et 2018, et je trouve que c'est hyper bien fait, et la relation entre cet homme qui est en plein dans le 21e siècle et ses ancêtres, et ce pays dont les ancêtres ont été virés. Ça s'appelle Retour à Séfarad chez Gallimard, chez Pierre Assouline. Je dois le dire, ça m'énerve, mais c'est un excellent livre et qui se dévore. D'ailleurs, j'ai un ami ou deux qui l'ont lu aussi, et c'est un peu ça qui m'a fait aussi le lire, qui a été absolument surpris par la qualité puis l'intérêt de ce livre. Juste pour vous signaler alors que la tétralogie, hein, on dit pas une quadrilogie, on dit une tétralogie, c'est la mère de Marina qui me l'a fait remarquer une fois, l'Académie française étant ce qu'elle est, je me tais, hein, de Ferrante, je vais pas vous faire 2 tonnes là-dessus, hein, c'est vraiment le succès de ces dernières années, on sait toujours pas qui c'est. Moi j'ai lu le premier tome, au bout du premier je me suis arrêté, hein, tout simplement parce que ça se vendait tellement et qu'elle n'a pas besoin de moi pour se vendre, et que ça me paraissait pas être forcément un indispensable, mais ça c'est, voilà, les gens ont adoré. Et moi je voulais simplement
on parle beaucoup de ce livre, et moi j'ai adoré, j'ai retrouvé un bouquin dont personne, on a beaucoup parlé, mais qui apparemment n'a pas beaucoup marché, qui était assez controversé par certains lecteurs, faut être clair, il y en a qui ont trouvé ça, moi j'ai adoré, ça s'appelle Le pays que j'aime de Caterina Bonvicini. C'est une italienne, hein. Alors on est dans les années de plomb, ce qu'on appelle les années de plomb en Italie, à Bologne. Ça va être les années Berlusconi aussi, hein. On est en plein le fric. C'est l'histoire de deux enfants. Il y en a une qui s'appelle Valérie et Olivia, et l'autre qui s'appelle Valerio. Alors Valerio, lui, alors c'est une famille. Olivia, j'ai beaucoup de mal. Olivia, c'est la fille d'une grande famille de financiers, d'industriels, hein. Vraiment jet privé. Le grand-père, alors c'est les années très très dures, hein. C'est-à-dire que le grand-père accompagne ses petits enfants à l'école, mais dans une voiture blindée, vous voyez, parce qu'on a essayé, c'est la période où on enlève les enfants de gens riches pour avoir des rançons. Il y a quand même quelque chose, c'est l'arrogance de l'argent, hein. C'est, voilà, le fric, il est là. Et puis il y a Valerio. Alors Valerio, ils sont, c'est comme ses amis d'enfance où le côté social ne compte pas. Valerio, c'est le meilleur ami de Olivia, mais il est le fils de la, comment dire, pas de la gouvernante, presque de la gouvernante, de la domestique, voilà, et puis du gardien de la villa de ces gens. Il croit être considéré comme de la famille, c'est-à-dire que ces gens l'emmènent en avion privé à la plage, voilà, il est comme avec eux, et puis le temps passant, il va se rendre compte que voilà, il fait peut-être pas autant partie de la famille que ça. Il va se passer absolument plein de choses. Le problème, c'est que la mère de Valerio, son père est très sympa, mais elle tombe amoureuse mais alors folle, elle a une quarantaine d'années, elle tombe amoureuse folle d'un petit malfrat romain. Elle quitte tout, parce que là, elle trouve, c'est la passion, elle va vivre différemment et tout. Et le petit gamin, il va passer de trucs industriels, de la famille de grands industriels, à un quartier complètement, comment dire, de la banlieue de Rome. Vous voyez, déjà, on parle pas la même langue, c'est-à-dire qu'on parle le romain, et lui, il parlait l'italien, ou comme à Bologne. Et puis il va se retrouver surtout dans un appartement complètement déglingué. Son père apparemment fait plus ou moins des petits trafics, vous savez, comme il faisait dans ces quartiers, mais c'est du trafic en Italie qui était autorisé. Mais cette femme qui l'a épousé, hein, elle en veut plus, toujours plus, et il va passer une ligne rouge qu'il ne faut pas passer, c'est-à-dire qu'il va commencer à cacher de la drogue et tout. Je ne peux pas vous en dire plus, mais là tout va basculer. Vous allez voir que ces deux enfants vont être séparés, ils vont se retrouver. Il y a une description absolument terrible de la société italienne de ces années-là, des gens huppés, enfin ce qu'on appelle huppés, mais surtout de cette espèce de bourgeoisie industrielle et financière, mais qui est en fin de course. Il y en aura une nouvelle qui va arriver, et eux ils sont, alors il y a tous les procès pour corruption et tout. Moi j'ai trouvé ce livre absolument passionnant, les personnages attachants, et c'est une époque que je connaissais pas du tout, hein. Il y a une description de l'attentat de Bologne, de la guerre de Bologne, qui a fait des morts et des morts, hein, dont on a presque tout oublié maintenant. C'est un très 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 beau livre, moi je trouve, et quand on me dit que Ferrante c'est absolument extraordinaire et que ça c'est bon, ça vaut pas, voilà, je suis pas du tout d'accord. Et puis en plus un avantage, ça a un tome, et que j'en ai un peu marre de ces livres qui n'en finissent pas, voilà. Donc allez-y, ne le loupez pas, ça s'appelle Le pays que j'aime de Caterina Bonvicini, c'est chez Gallimard, et j'ai adoré. Juste pour vous dire que vient de paraître un livre que nous avions adoré, Kate Clifford Larson, ça s'appelle Rosemary, l'enfant que l'on cachait. C'est chez Livre de Poche, j'ai adoré ce bouquin. C'est l'histoire de la sœur, on a caché hein, l'histoire de cette sœur, de Kennedy. C'est l'histoire d'un secret, hein. C'est l'histoire d'une jeune femme qui était différente, c'est-à-dire qui absolument étouffait dans cette famille où la réussite était le seul moyen de vivre et de survivre, et elle va choisir le problème, c'est que déjà à la naissance, il va y avoir un problème, et puis le père, il va décider pour la remettre dans le droit chemin, de la lobotiser, c'est-à-dire un truc absolument atroce. Elle sera plus jamais comme avant. Elle va être cachée. Ce livre, bon, c'est pas le premier
comment dire, à dire que cette jeune femme existait, mais c'est vraiment le premier qui va jusqu'au bout des choses. C'est absolument passionnant. Puis alors le mythe Kennedy vole en éclats, hein, de cette famille, et on parle aussi du frère. Enfin, c'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était une autre vision de l'Amérique. Ça s'appelle Rosemary, l'enfant que l'on cachait, de Kate Clifford Larson. C'était en livre de poche. C'est Fred qui m'a dit que je n'avais pas parlé voilà, sur le Facebook Live, et qui pour moi a été un des événements de cette année. C'est le livre de Colette Brûle-Ullman, Les enfants du dernier salut. C'est chez City Édition. Alors surtout que c'est un livre qui est en pleine actualité quand on pense à ce petit garçon de 8 ans qui a été baffé par 3 gosses de 17 ans, qui est un acte d'antisémitisme. Mais comme ils sont intelligents, ils ne le disent pas, ils tapent seulement. C'est même si l'antisémitisme actuel n'a presque, enfin, moins de choses à voir qu'avec celui des années 40, et que les racines n'en sont pas les mêmes, voilà. Alors Colette Brûle-Ullman, elle a 96 ans, et il y a très peu de temps qu'elle a révélé ce qu'elle a fait. On est dans les années... c'est déjà l'histoire d'une famille juive, hein, qui arrive de l'Est de l'Europe, qui font tout pour s'intégrer, dont le travail est le moteur, la réussite aussi, mais surtout le travail. Les parents sont brillantissimes, et ils veulent s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils sont français un maximum. Elle veut faire médecine, malgré tout, alors que ses parents ne sont pas forcément envie qu'elle fasse médecine, mais elle va faire, malgré tout, hein, elle va faire médecine. Et puis intervient 1939-40, les Allemands qui arrivent en France. Et ce qui va arriver, pour elle, c'est inconcevable, c'est-à-dire que c'est cet antisémitisme, c'est l'étoile, et elle travaille en tant qu'interne à l'hôpital Rothschild à Paris, qui est le seul hôpital, alors c'est quand même cynique, c'est-à-dire qu'on envoyait les gens de Drancy qui étaient malades et tout, juifs, pour être soignés dans cet hôpital tenu par des professeurs juifs et fondé par des juifs, pour les soigner et les ramener à Drancy pour les remettre dans un train pour être exterminés. Vous voyez déjà le cynisme de la chose. Il y a tout comment, il y a comment le traumatisme de cette étoile jaune, comment même ces médecins ne comprennent pas en se disant c'est pas possible. C'est la vie de cet hôpital, et puis c'est surtout un acte de courage incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment ils se disent il y a des enfants, hein, donc on va essayer de sauver un maximum de gens. On va sauver un maximum de gens. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la traversée de Paris avec Jean Gabin et De Funès, où on voit ces deux hommes qui ont peur. Et elle va prendre couramment 2 enfants par la main, et elle va traverser la nuit Paris en priant pour que il n'y ait pas d'Allemands qui les interceptent et tout. Il y a des scènes absolument extraordinaires. Il y a aussi des scènes, alors, à la fin ça devient intenable parce que les Allemands débarquent dans l'hôpital pour surveiller tout ce qui se passe, parce que comme on déclare comme étant intransportable des gens qui apparemment le sont, enfin vous voyez, c'est une horreur. Et puis elle va se sauver, hein, elle va arriver à s'en sauver. Voilà, c'est un hôpital qui a fait quelque chose. C'est vraiment un grand acte de courage. C'est un grand moment. Je trouve que c'est quand même extraordinaire que ces gens dont on disait qu'ils n'étaient pas français, c'est eux qui ont sauvé l'honneur de la France à travers leur attitude pendant cette période. Et puis il y a eu des gens très bien en France, hein, beaucoup de gens, puisque je pense que c'est un des pays où il y a le plus de justes, c'est-à-dire de gens qui ont sauvé des juifs, mais il y a aussi eu des crapules. Et puis il y a des injustices incroyables, c'est comment on voit que les Allemands ont utilisé des docteurs français, des médecins français, pour surveiller par exemple cet hôpital, comment un médecin français va condamner à mort une jeune enfant qui était protégée dans cet hôpital, il va l'envoyer en camp de concentration, et comment ce médecin, à la libération, il va simplement écoper de 3 semaines d'interdiction de la médecine, voilà, et puis il va continuer son petit chemin, mais il n'était pas tout seul, hein, il n'y a pas eu que des courageux et que des gens extraordinaires. C'est vraiment magnifique, et puis ça redonne confiance dans la nature humaine, parce qu'on se dit qu'il y a quand même... et puis les femmes, vous voyez, il y a les juifs et puis il y a les femmes, ces femmes, mais avec les hommes, pas contre les hommes, vont sauver plein de gens. Ça s'appelle Les enfants du dernier salut de Colette Brûle-Ullman, et c'est dans la collection Cindy. Alors, si vous avez un peu marre des polars glauques, vous savez, où les grands-mères sont violées par leur par une bande de, je sais pas quoi, de zozos, si on avait marre des serial killers, des fontaines de sang, des hurlements, voilà, si vous voulu faire une petite pause, mais vous voulez pas lire un excellentissime roman, je vous conseille Ruth Ware,
Ça s'appelle La disparue de la cabine numéro 10, ces auditions Fleuve Noir. Je vais vous rappeler, enfin raconter une anecdote, c'est-à-dire que j'ai une amie, Marina, par rapport, carrière d'Ancos, accessoirement, et puis sa fille qui avait que ce livre. Il n'y en avait qu'un en vacances. Et donc elle se battait, parce qu'elle avait toutes les deux commencé pour le terminer. Et elle se battait, voyez-vous, c'était vraiment la lutte acharnée pour savoir, elle se le planquait, elle se le piquait et tout. Je ne vais pas la faire longue, parce qu'on me dit que j'en raconte trop. Hein. Efficace. Vous êtes sur un bateau, un yacht, enfin très confortable, avec une journaliste qui est invitée. On est dans les fjords, tout se passe bien, le champagne, enfin tout, voilà, elle est heureuse. Et puis un soir, elle ouvre sa porte, et qu'est-ce qu'elle voit? Quelqu'un qui est assassiné et jeté par dessus bord. Elle est tétanisée, elle est effrayée, puis elle se décide à aller voir le capitaine, et elle va voir le capitaine en lui disant, voilà, il y a la dame de la cabine à côté, apparemment, on lui a fait un mauvais sort. Et le capitaine convoque tout le monde, compte. Le problème, c'est qu'il y a le nombre exact de personnes sur ce bateau, c'est qu'apparemment personne n'a disparu. Et là, vous allez partir dans des rebondissements sur rebondissements. Elle va vous balader, c'est psychologique. Voilà, tous les personnages, vous dites c'est pas possible, il y a un truc que j'ai loupé. Vous recommencez, vous repartez, vous dites non, vous ne lâchez pas parce que vous voulez comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et quand vous croyez avoir compris, eh ben c'est pas ça. Donc voilà, ça s'appelle. Alors vous pouvez l'offrir à tout le monde, hein, c'est-à-dire du gars qui est hyper sophistiqué en polar, juste à la petite dame qui veut un truc de divertissement. Si vous aviez aimé c'était La fille du train, je crois, qui était paru chez Sonatine, qui moi avait eu un succès monstrueux, mais que je considère qui était un succès disproportionné par rapport à la qualité du bouquin. Ça, c'est 1 milliard de fois encore meilleur que la fille du train. Ça s'appelle La disparue de la cabine numéro 10 de Rutoire chez Fleuve Noir. Il y a quelque temps, je vous avais conseillé Alain Pompidou, Claude, chez Flammarion, qui était la biographie de sa mère, Claude Pompidou, et qui pour moi était une révélation parce que c'était la révélation d'une femme, c'est-à-dire une femme qui pour son époque a pris son destin en main, qui était complètement libre, qui voilà, c'était la description d'un couple. C'était une femme qui était intelligente, qui a marqué son époque, mais voilà, qui a introduit l'art moderne, surtout en France à travers l'Élysée. Et là, il vient de ressortir avec César Armand, Pour l'amour de l'art, une autre histoire des Pompidou chez Plon, et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'en fait c'est l'histoire de ce couple à travers leur passion pour l'art moderne, l'art contemporain. Pas parce que souvent les présidents ils ont beaucoup de culture, mais c'est souvent très classique et c'est pas très novateur. Eux ils vont complètement exploser le genre, ils vont c'est de la passion, c'est de la vraie passion pour l'art, c'est de la vraie peinture pour l'art contemporain. C'est quelque chose que justement leurs contemporains vont complètement être choqués, surpris et tout, quand ils vont refaire cette salle à manger, ces appartements qui vont complètement laisser tous les gens qui vont visiter ça. Quand lui il va mettre un soulage, je crois, dans son bureau, là on voyait à côté Macron c'est un petit bourgeois, vous voyez, c'est très classique ce qu'il met dans son bureau, même si tout le monde en fait des tonnes. Eux c'était vraiment des choses absolument extraordinaires. Et puis vous allez avoir tous ces gens qui les ont côtoyés, qui vont parler de ce couple, qui existe. C'est une grande partie de leur vie là, hein. C'est pas quelque chose d'anecdotique ou qu'on met bien sur les tableaux, enfin sur les murs pour montrer quand on communique qu'on est intelligent et cultivé. Vous voyez, c'était vraiment quelque chose, ils cherchaient, ça avait une signification pour eux, et c'est leur histoire à travers des tableaux. Vous allez voir, c'est absolument brillant. C'est captivant et c'est très intelligent parce que en plus ça vous donne envie d'aller voir les peintres dont il vous parle. Vous voyez, il y a César, il y a plein de gens comme ça. Bon, il y a accessoirement Jacques Lang, mais bon, ça on peut pas un livre ne peut pas être forcément parfait, hein. Puis n'importe comment, Jacques Lang, il est partout, hein. Je veux dire, je me demande même s'il n'est pas dans le missel du dimanche. Donc voilà. Donc ça s'appelle Pour l'amour de l'art, une autre histoire des Pompidou. J'ai adoré. Personne n'en parle, ou ça marche très très peu. Et je trouve que c'est formidable et que ça raconte bien une époque et que ça raconte des personnages. Je trouve que ça remet en lumière et puis surtout un truc de valeur entre certains dirigeants actuels et certains, voilà, et que ceux qui sont les plus jeunes ne sont pas forcément qui le sont dans l'âge, vous voyez, qui sont novateurs. Ça s'appelle Pour l'amour de l'art, une autre histoire de Pompidou chez Plon. Dans 15 jours il va y avoir
un Facebook Live spécial où je pense il n'y aura qu'un seul livre qui m'a énormément frappé. Je sais que vous m'avez beaucoup demandé sur Facebook, je vous tiens en haleine là-dessus. Mais pour moi, je me suis fait avoir par ce roman. J'en lis beaucoup et il y a beaucoup, vous savez, les romans, quand on en lit plusieurs en même temps, il y a un moment, avant qu'on rentre dans l'histoire, il faut un certain temps. Et là, vous voyez, je l'ai fini depuis un certain temps. Et je me souviens encore énormément du personnage et de certaines scènes, donc c'est quand même révélateur quand vous en lisez beaucoup. Voilà, ça sera certainement un événement au niveau de l'édition. Pour moi, c'est une des révélations de l'année. Ça sera dans 15 jours. Que j'ai à vous dire d'autre, bien que rien, que je regrette peut-être un peu. Enfin non, je regrette rien. Je vous dis, dans 15 jours, lisez beaucoup. Et puis, si vous avez des propositions, envoyez-nous des mails et puis on lira les livres et tout. Juste quelque chose, arrêtez de m'enguirlander de m'engueuler parce que je ne lis pas tous les livres que vous m'envoyez, mais je ne peux pas, franchement, sincèrement, je ne peux pas. J'arrête pas d'en lire. Toute la boutique, toute la librairie en lit pour moi. Ils font de la sélection, entre autres et tout, mais il y a un moment, on peut plus. Il n'y a que 24 heures par jour, donc il y a un moment, c'est impossible. Donc voilà, et puis bientôt, vous pourrez retrouver sur YouTube le petit Thomas, qui est spécialiste des BD, qui va vous voir. Il est là dans le coin. Je vous le montre pas parce que ça vaut pas la peine à côté de moi. Puis surtout, il est plus jeune que moi, donc ça me fait prendre un coup de vieux. Donc il n'y a pas de raison qu'on aide les jeunes. Je déteste les jeunes. Donc bientôt, vous retrouverez Thomas sur YouTube. Et puis moi, je vous donne un conseil, c'est que tout le monde vient voir La Griffe Noire à Saint-Maur, mais allez voir la boutique BD à Saint-Maur. Il y a beaucoup de choses. C'est Angoulême. Ils adorent ce qu'ils font. Et puis ils sont aussi forts que La Griffe Noire littérature. À bientôt, au revoir. Non, il ne faut pas que je dise au revoir. Non, il y a beaucoup de personnes qui nous disent mais le livre mystère, c'est quand? Alors le livre mystère, ça sera, je vous en parlerai énormément dans 15 jours, mais si vous vraiment voulez savoir quel est le livre mystère, il faut que vous regardiez le magazine de la santé sur France 5 vendredi, si je ne change pas d'avis et que je ne le garde pas pour moi. Voilà, bonne soirée.